Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va faire de la prospective pour essayer de voir, même si l'année est déjà entamée, les défis RH. Il y en a beaucoup. Il y en a 5, en tout cas, selon vous, Timothy Lay. Vous êtes cofondateur du cabinet Edoco. Vous étiez venu nous voir dans un débat sur les risques psychologiques, les burn-out. On en avait beaucoup parlé sur ce plateau. Et vous avez sorti une étude passionnante, les 5 défis RH pour 2022. Vous avez réduit le spectre ou il n'y en a que 5 ? On a réduit le spectre. En fait, si on devait problématiser les 5 défis RH, c'est qu'aujourd'hui, suite à la pandémie qu'on a connue depuis 2 ans, il y a une accélération des transformations des organisations, des transformations du corps social. Et aujourd'hui, on a voulu le résumer en 5 défis RH pour nos clients et bien sûr pour tout l'écosystème RH et les managers. Et la problématique, c'est comment on fait pour travailler ensemble avec un nouveau contrat social suite à toutes ces transformations qui ont eu lieu depuis 2 ans. Et ça, vous le vivez directement avec vos clients. Tout à fait. Ils vous donnent une photographie de la situation dans laquelle ils sont. Tout à fait. En fait, par rapport à la photographie, moi, je parle plutôt de continuité. C'est pas vraiment une rupture, c'est une continuité avec des transformations qui s'accélèrent. Donc, des phénomènes qui existaient avant, en fait, ils s'exacerbent. Typiquement, quelqu'un qui pouvait être en difficulté, on parlait de souffrance psychologique la fois précédente sur le plateau, et ben ces personnes-là, dans le contexte actuel, ils souffrent d'autant plus. Vous allez parler à des startups tout à l'heure. Toutes les startups sont en recherche de profils tech. Avant la pandémie, c'était déjà une denrée rare. Aujourd'hui, c'est encore pire avec une guerre des talents. Enfin, le mot est un petit peu malheureux. Vous allez parler de guerre en Ukraine. Avec une guerre des talents qui existait avant 2019 et qui s'amplifie et qui s'accentue depuis la pandémie. Défi 1, s'adapter à un marché de l'emploi en pleine mutation marqué par des tensions sur les salaires et les recrutements. Ça, c'est un sujet important. Tout à fait. Dans un contexte d'actualité autour du pouvoir d'achat, même si les négos de salaire sont passés, oui. Dans 6 mois, les salariés vont venir frapper à la porte des DRH. Ça, c'est un enjeu. Tout à fait. Par rapport, 2 chiffres rapidement, il y a une hausse historique en termes d'augmentation salariale en 2021, qui était en fait un rattrapage de 2020, qui était une baisse historique. D'accord. Donc on a eu un phénomène de compensation entre les 2 années. 2020, sidération suite au Covid. 2021, du coup, rattrapage et reprise économique. 2022, il y a encore de l'incertitude suite à l'Ukraine. Il y a aussi, bien sûr, la présidentielle, où c'est le sujet majeur des Français. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai sujet de rétention autour de la rémunération, mais plus globalement de la reconnaissance. On l'a dit, les Français ont beaucoup donné au travail. Depuis 2 ans, on a énormément donné. Et évidemment, même s'il y a une hausse historique avec aux alentours de 2,5% en estimation, évidemment, c'est historiquement haut, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à tout ce qui a été donné ? Défi numéro 2, puis on verra quelques chiffres intéressants sur les managers, notamment des managers, près de 20% qui sont un petit peu perdus, pas loin du burn-out, ça dit quelque chose. Défi 2, accompagner la fin du tout présentiel et la pérennisation du télétravail. Ça, c'est un sujet important parce que c'est la ligne de crête de la fin du tout télétravail avec des articles, des décideurs qui disent « Attendez, on va ramener tout le monde dans l'entreprise parce qu'on va repartir comme avant ». Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas repartir comme avant. Ah non, on ne peut pas repartir comme avant. On a beaucoup parlé du future work depuis des années. Et en fait, le future work, c'est maintenant. C'est le présent du travail. C'est le présent du travail. Bah ouais. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que le mode hybride, c'est-à-dire une combinaison du télétravail et du travail sur site et en entreprise, c'est quand même assez optimum pour les entreprises. Quoique, il y a toujours un tâtonnement sur le bon système, c'est-à-dire quel niveau de flexibilité, quel niveau de règles commun pour tous les collaborateurs. Il y a toujours cette tension, vous voyez, je parlais du contrat social, c'est finalement, c'est quoi la norme, c'est quoi le cadre que proposent les entreprises d'une part, et c'est quoi la flexibilité, l'autonomie qui est laissée soit aux managers, soit aux collaborateurs dans ce tout télétravail. Alors, renforcer la prévention en matière de santé au travail, et justement, on a ce chiffre, 18% des managers, soit près de 2 sur 10 qui se déclarent, selon votre étude, qui n'est pas un sondage, je le précise, mais c'est du déclaratif, donc vous avez évidemment écouté ce qu'ils vous ont dit, qui se déclareraient en burn-out en septembre 2021. Donc peut-être que le chiffre d'ailleurs a progressé depuis. Ça renvoie directement à la question de la santé au travail et de l'importance que doivent avoir les entreprises sur ce sujet. Elles l'ont intégré, ça, les entreprises, ou pas ? Elles sont en train de l'intégrer. C'est ça, là aussi on évolue. On évolue. Alors,
c'est un manager sur 5, c'est le baromètre du coup empreinte humaine de début d'année. Exactement. Un manager sur 5, c'est du déclaratif, se déclare en burn-out. Donc en fait, c'est du stress chronique avec des symptômes forts sur sa capacité de réflexion, sur son physique, sur ses émotions. Vous voyez, donc c'est vraiment, enfin, c'est un chiffre qui est vraiment exponentiel par rapport aux années précédentes. Donc 2 sur 5, c'est parce que les managers, en fait, ils sont en première ligne depuis 2 ans. On attend beaucoup d'eux. Ah oui. On parlait du télétravail, mais aussi par rapport à toutes les situations de souffrance, c'est les managers qui doivent traiter en première ligne alors qu'ils ne sont pas forcément outillés. Donc nous, on voit chez nos clients, évidemment, aujourd'hui, il y a plus de prévention, plus d'accompagnement, mais c'est encore le début, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là. Deuxième chiffre, il est aussi important et plus important. D'ailleurs, 38%, là, cette fois-ci, des Français, c'est une globalité, s'estiment en détresse psychologique en septembre 2021, qui est la date des auditions et Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est en progression par rapport à l'année précédente? Et donc, qu'est-ce que doit faire l'entreprise pour répondre à cela? Parce qu'elle doit individualiser, faire des entretiens, proposer des suivis psychologiques. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est plein de pistes. Je pense déjà on n'a pas suffisamment de recul. Ce qui s'est passé de ces 2 dernières années, les médecins, les psychologues. Oui, on n'a pas la matière. Bon, déjà, là, c'est 4 Français sur 10 qui se déclarent sous stress chronique, anxiété, en détresse psychologique. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et en même temps, on ne sait pas comment ça va évoluer parce que depuis ces 2 dernières années, on a vécu des choses extraordinaires. Historiques au sens premier du mot. En ce premier du mot. Et du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va évoluer. Donc oui, un besoin d'accompagnement collectif, évidemment, mais aussi d'un besoin d'accompagnement individuel, bien sûr. Je pense que c'est ça la nouveauté dans l'entreprise, c'est qu'on travaillait sur un trend assez global, et je pense que la nouveauté, c'est qu'il va falloir individualiser en fonction des besoins. Et ça, l'entreprise, elle n'a peut-être pas les outils, peut-être qu'Idoco est là pour les accompagner. Exactement. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont déployés pour mesurer le bien-être. Il y a des outils de QVT, des outils de mesure de santé mentale. Et ça remonte au RH. Et c'est positif. Mais derrière, si on mesure, derrière, il y a une nécessité de plan d'action. Et les plans d'action, ça passe évidemment par des formations, des accompagnants individuels, ça peut être aussi des coachings, vous voyez, ou bien sûr des lignes d'écoute psy ouvertes à tous 24 heures sur 24. Qui se développent doucement, mais qui existent. Tout à fait. Défi 4, il est intéressant. Là, on quitte un peu, je dirais, l'univers psychologique et on est plus sur un sujet sociétal, mais c'est l'inclusion et la diversité et lutter contre toutes les formes de discrimination. On a fait un débat il y a quelques jours sur l'augmentation des chiffres de propos sexistes et même d'agressions sexuelles en entreprise. Commençons par la prévention de la discrimination. Comment on fait là? En fait, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus qu'avant. Je pense que ça remonte plus qu'avant. On en parle plus? On en parle plus. Moi, au contraire, je pense qu'il y en a moins qu'avant. En revanche, maintenant, on ne le tolère plus en entreprise et ça remonte par des outils, par la fonction RH, par les représentants du personnel. Du coup, moi, je dirais plutôt c'est une avancée sociale. C'est-à-dire, on en parle plus, c'est plus tabou. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, c'est des termes que maintenant les gens connaissent. Il ne faut pas non plus en parler à travers parce que c'est des sujets lourds et graves. Mais pour moi, c'est plutôt des sujets qui sont mieux compris par les entreprises et il y a de plus en plus de prévention. Donc ça, c'est positif. 57% des 18-34 estiment que leur entreprise devrait accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail, qui fait qu'une minorité, malgré tout, considère qu'elle ne fait pas assez. En fait, par rapport à ce que je vous disais sur les phénomènes, les jeunes générations, donc la génération Z, on va y arriver. C'est exacerbé chez eux. C'est-à-dire le sens qu'on veut trouver dans son travail, la lutte contre les discriminations, pour l'inclusion, pour finalement pouvoir venir avec sa personnalité en étant authentique et bien sûr professionnel. Tout ça, c'est exacerbé chez les jeunes générations et ça pousse en fait toutes les autres générations à être plus exemplaires. Il y a un vrai besoin d'exemplarité. Et le défi numéro 5, encore une fois, je précise que vous avez réduit le spectre parce qu'il y a plein d'autres défis, mais ça, c'est les défis les plus importants. Répondre aux attentes de la génération Z, arriver sur le marché du travail. Comment vous la définissez? C'est des jeunes, c'est des 18-25, la génération Z, c'est cela? À peu près cela, oui, effectivement. Par rapport à la nouvelle génération, avant, on pouvait rentrer dans une entreprise où on se disait « Ok, c'est pas le job de mes rêves, mais je fais ce job-là pendant 3 ans, après je pourrai avoir cette promotion, puis après j'aurai ce train de carrière, et à 10 ans, je serai à peu près là, et ça va me convenir. » Vous voyez, donc avec un espace mental plus long, une carrière là, plus c'est longue. quoi? C'est 6 mois, quoi. Mais là, en fait, là, c'est immédiat. C'est-à-dire, c'est plus transactionnel, finalement, c'est je signe mon job si, en gros, le contrat immédiat me convient. Et donc, ça pose
on ne peut pas Il se projette à 10 ans, quoi. C'est tout de suite et maintenant. C'est tout de suite et maintenant, exactement. C'est avant le DRH, le manager pouvait dire, bon, aujourd'hui, il y a des avantages et inconvénients dans ton job. Mais il faut prendre le temps d'eux, et tu verras que... Exactement. Et là, la génération Z lui dit, ben non, c'est maintenant. C'est maintenant. Par ailleurs, dans les fiches de poste et dans la manière dont se gère la relation avec cette génération Z, on voit rapidement, on en revient à la flexibilité, on en revient au télétravail. Finalement, c'est eux qui accélèrent le processus de transformation. En fait, c'est des mouvements de fond. Nous, ce qu'on constate, c'est des choses qui ont été évoquées il y a 10, 20 ans. Enfin voilà, la RSE, tous ces termes-là ne sont pas nouveaux, vous voyez. Non. Sauf que c'est exacerbé, encore une fois, chez les jeunes générations. Et c'est plutôt positif parce que même si, vous voyez, avec l'énergie de la jeunesse, parfois, c'est pas très clair ou c'est peut-être trop. Mais en revanche, ça pousse les autres générations à être plus exemplaires et à prendre plus ces sujets à bras-le-corps. Juste un mot, il y a une mutation du travail, de la manière dont on travaille, de la manière dont on exerce son travail sur ces lieux de travail. Est-ce que vous croyez au débat des lieux tiers? Est-ce que vous croyez au développement de l'indépendance? Parce qu'on a aussi dans cette génération Z des multi-activités, des gens qui viennent prendre un emploi puis qui en même temps sont autopreneurs et développent un petit business en parallèle. On a l'impression qu'on a atomisé le travail. Moi, je remettrais on a un peu parlé du télétravail. Quand on était en travail, seul chez soi, on s'est beaucoup posé la question du sens. C'est ça. Tout le monde s'est posé la question du sens. Est-ce que mon métier a un sens? Est-ce que ce que je fais a du sens? Du coup, les entreprises qui ne s'interrogent pas suffisamment sur le sens, donc soit la mission de l'entreprise, mais le sens, ça peut être aussi de travailler ensemble. Vous voyez, on vient sur ce plateau, il se passe des choses. Le sens, c'est pas simplement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Et si on se pose pas la question de ce sens, évidemment, on va chercher le sens autre part. Et du coup, peut-être... D'où la multi-activité. D'où la multi-activité, par exemple. C'est comme ça que vous pouvez l'expliquer, en tout cas. C'est un des facteurs d'explication. Je m'y retrouve pas dans mon poste en CDI, CDD, donc je vais aussi m'épanouir à côté parce que c'est là où je trouve du sens. Exactement. Donc c'est à l'entreprise aussi de réfléchir à la manière dont elle propose le sens à l'intérieur de l'entreprise. Et on parlait aussi du curseur entre mes besoins individuels, mon autonomie, mes valeurs et mes croyances et le cadre de l'entreprise. Et oui. Et c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment finalement on élabore un projet commun qui a du sens pour tout le monde. Comment on se rencontre et où chacun peut s'exprimer à titre individuel tout en restant bien sûr professionnel. Timothy Lay, ça me fait très plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau, cofondateur du cabinet IDOCO, cabinet de conseil, de coaching et de formation en management et ressources humaines. Avec cette étude, lisez-la, il y a un édito, 5 défis RH pour 2022, réalisé par IDOCO. Donc si j'ai bien compris, vous l'aviez réalisé en septembre 2021. On l'a réalisé en janvier 2022. Janvier 2022, avec des auditions, des entretiens faits entre septembre et décembre. Tout à fait. Merci Timothy Lay. La suite de notre programme, c'est l'actualité, la crise russo-ukrainienne et notre rubrique Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, c'est tout de suite.